un podcast Binge Audio. Cet épisode contient des propos qui peuvent être choquants et heurter votre sensibilité. C'est pas quel jour s'arrête pas du douleur. On sait pas quel jour s'arrête pas du douleur. Ça fait 6 jours que je suis à La Réunion. On est dimanche, il fait beau, et aujourd'hui la Fed organise une fête en l'honneur des enfants de la Creuse. Un cabar, comme on dit ici. Ça devait être un moment avec les proches de tous ceux qui ont fait le voyage, mais Covid oblige, la fête se déroule en petit comité, sans les familles. Des artistes de toute l'île font le déplacement jusqu'à la Saline-les-Bains, là où une partie du groupe est logée. Le parrain de l'événement, c'est Daniel Waro, une des figures les plus connues du Maloya, à la fois musique, chant et danse de la Réunion. Les années passées, nous ne pourrons les rattraper. C'est un moment de partage. Dignité, fierté et valeur, nous voulons sauver notre honneur. Et même si ça ressasse des souvenirs douloureux, Enfants exilés, victimes de l'État, reconnaissance de notre État, donnez-nous le pouvoir pour nous faire valoir. Donnez-nous les moyens de refaire notre chemin. c'est un moment joyeux. L'enfant déraciné, une série de Sarah Vildeuil réalisée par Pauline Lagache. Épisode 4. Rattraper le temps perdu, c'est ce que Christine tente de faire avec ce voyage sur son île natale. Et elle vient de faire un sacré bout de chemin. Il y a 6 jours, le jour même de notre arrivée, Christine a revu pour la première fois sa mère biologique. Et au début, tout s'est bien passé. Ce jour-là, juste avant de la retrouver, Christine s'apprête un peu pour l'occasion. T-shirt fleuri et jolie jupe noire. Son frère l'attend en bas de la rue qui mène au gîte. Ils se reconnaissent tout de suite. Même si Christine a un peu triché. Elle a demandé à sa cousine la marque de sa voiture. Pendant le trajet, ils discutent, rigolent, font connaissance pendant un bon quart d'heure, puis ils arrivent chez leur mère. Et à peine sortie de la voiture, Christine la voit. Elle l'attendait. On réalise pas vraiment en fait, tellement c'est spécial comme situation. Donc en fait j'ai envie de presque se dire qu'on se dit bonjour comme on se dirait bonjour comme ça. Et puis avec le problème du Covid, on a du mal à tout est retenu, tous les gestes sont retenus, on peut pas s'en lasser. Mais bon, il faut quand même, de toute façon il faut dire quand même les choses comme elles sont. Je suis pas une personne démonstrative à la base, de toute façon. Mais là, c'était important, puisque c'était une retrouvaille, donc c'était vraiment important que je la serre dans mes bras, et ça complique les retrouvailles, je trouve. Je me demande ce que Christine ressent face à cette mère, qu'elle attend depuis des mois et qu'elle ne peut pas serrer dans ses bras. Elle a sûrement rêvé de ce moment 1000 fois, a peut-être imaginé ce qu'elle pourrait lui dire, ce qu'elle pourrait se dire. Elle a dû s'inventer des dialogues, préparer la rencontre, anticiper les sujets de discussion. Et puis finalement, à cause d'une pandémie, il n'y a pas de contact physique possible. Or, quand les mots nous manquent, le toucher est parfois bien utile, pour désamorcer d'une autre façon les non-dits. Alors il a fallu inventer autre chose. Le contact s'est fait autrement, à travers le regard. Je sentais qu'elle me scrutait à un moment, et d'ailleurs je lui ai dit « Mais pourquoi tu me regardes comme ça ?» et tout. J'ai l'impression de rêver, qu'elle me dit. Parce que pour elle, plus que pour moi, bizarrement, c'est ça. Elle m'a tellement attendue toutes ces années que, voilà, pour elle, elle avait du mal voilà, là, je suis là, quoi, juste à côté d'elle. Et De sa mère, Christine hérite de ses faussettes, de son sourire,
de la forme de ses yeux et d'une certaine timidité. Leur rencontre est pudique. Elles se sourient, se regardent, se parlent un peu, mais il n'y a pas de mots doux, pas de grandes déclarations. À la place, on parle des manguiers, des jacques et du terrain familial. C'est pratique parfois, les conversations qui paraissent anodines. Ça recouvre souvent plus de choses qu'on ne le dit. Christine et sa mère n'évoquent pas du tout les enfants de la Creuse, ou leur séparation. Pour le moment, place à la fête. Sa mère, ses frères, ses nièces et sa cousine sont là. Pour Christine, c'est très bien comme ça. Un instant apaisé et heureux. Et sur la table, des samoussas, des bonbons piments, un rougail saucisse et plein de cadeaux. Et donc pour terminer, je me dis c'est pas possible, je peux plus rien mettre dans mon ventre moi. Et ben ils ont ma maman qui amène le gâteau préféré. Alors là on n'est pas mère et fille pour rien, parce que son gâteau fétiche, son gâteau qu'elle adore, c'est la forêt noire. Et moi aussi. Christine et sa mère continuent d'apprendre à se connaître. Elles passent dans le salon et la télé est allumée sur Antenne Réunion. La chaîne diffuse une interview de Christine enregistrée à l'aéroport quelques heures plus tôt. Christine est gênée de se voir dans cet écran. Elle n'avait pas encore rencontré sa mère, que celle-ci la voyait déjà parler à des inconnus de leur histoire. Cette histoire qu'elle avait tenue à cacher pendant toutes ces années. C'est la première fois qu'elle vient sur son île. Christine, vous avez grandi, bonjour, à Brest, c'est bien ça ? Oui, à Brest. Et là, c'est la première fois que vous mettez vos pieds. La toute première fois, donc ça fait 45 ans que je suis pas revenue sur l'île de la Réunion. Et ben on était toutes les deux assises l'une à côté de l'autre dans le canapé, on était toutes les deux à regarder et puis et maman, elle a trouvé, elle m'a dit merci. Et quel est votre sentiment ? C'est énorme, c'est beaucoup d'émotions, j'essaie de pas trop montrer, mais tout à l'heure c'est sorti comme ça, vraiment, c'était trop quoi en fait. Elle m'a dit merci parce qu'elle a, par rapport au témoignage que j'ai fait, et je trouve que même ce merci, moi ça m'a fait du bien parce que j'avais tellement peur, comme ils sont dans la culpabilité, qu'ils devraient pas être dans... Ma maman ne devrait pas culpabiliser. Ce qui s'est passé, c'est une victime. Qu'est-ce que vous voulez L'essentiel pour moi c'est de faire connaissance avec ma maman biologique. J'ai 2 frères aussi, j'ai appris. Donc ça, faut le dire, c'est une victime. Les gens qui diront le contraire, ils n'ont pas vécu cette histoire. Et donc, tout ça, c'est un trop plein d'émotions, mais je vais gérer, mais c'est trop plein d'émotions quand même. Donc voilà. Je me rends compte que depuis le début, Christine parle beaucoup plus de ses 2 mères que de ses 2 pères. De son père adoptif, elle est très proche. Et elle sait que ses récentes découvertes l'ont beaucoup chamboulée. Mon père, là, c'est même pas la peine, c'est juste pas possible. Et puis, quelques jours après, même ayant été chercher mon dossier, mon père était encore en train de dire que c'était pas possible, qu'ils avaient fait une adoption légale, plénière, que ça pouvait pas faire partie de cette histoire. Il m'a même dit à un moment donné, mais nous, c'est maman et moi, ta famille. Voilà, il avait du mal, il voulait pas entendre parler que j'ai une famille à La Réunion. C'était pas possible pour lui, quoi, voilà. Mais maintenant, ça s'est arrangé, donc c'est bien. En revanche, Christine n'évoque jamais son père biologique. Elle parle facilement de sa mère, de ses frères, mais pas de son père, même quand on lui pose la question. Je l'ai déjà interrogée à ce propos, mais à chaque fois, elle évite d'aborder le sujet. Ce que j'en sais, j'ai pas trop envie d'en parler, mais je pense que ma maman a vécu du dur. Donc non, tant pis si je sais pas, si je sais rien sur lui, et puis j'ai même plus envie trop de le savoir, franchement. Il faut pas que j'aille trop vouloir savoir plus, je pense pas. Ça serait peut-être pas forcément super positif non plus, donc... Son père était sûrement absent, puisque le dossier de Christine ne fait référence à aucun moment d'un quelconque géniteur. À l'époque, les femmes qui élèvent seules leurs enfants, comme la mère de Christine, c'est un des principaux critères pris en compte par les assistantes sociales chargées d'organiser les départs vers l'Hexagone. Là encore, c'est une affaire de femmes. Dans la grande majorité des cas, les assistantes sociales sont originaires de l'Hexagone. Et vu le passé colonial de La Réunion, un rapport de domination subsiste. Difficile de contester leurs décisions sur place. Au début des années 60, il y a une trentaine d'assistantes sociales pour environ 400 000 habitants. Elles ne sont donc pas assez nombreuses pour bien prendre le temps d'échanger avec les familles. Elles sillonnent les routes de l'île, vont dans les quartiers pauvres et repèrent les familles où les enfants vivent dans la précarité. Un mythe se propage.
des assistantes sociales circuleraient dans une voiture rouge pour enlever les enfants. Dans la réalité, elle propose des placements en foyer avant un départ pour l'Hexagone. Le département de la Creuse, avec son foyer de l'enfance de Guéret, que nous allons découvrir ensemble grâce à la caméra de Raymond Boudet, est probablement un des premiers départements en France qui puisse s'enorgueillir d'avoir si bien mis à la disposition de la jeunesse française d'outre-mer l'un de ses établissements des services de l'action sanitaire et sociale. Je suis une enfant dite de la Creuse, j'ai été exilée à l'âge de 3 ans avec toute ma fratrie. On nous a emmenés dans un grand hall, on est passé dans un tunnel. J'ai été arrachée à mon île, donc en 1966. On s'est retrouvés avec ma sœur, Marie-Claire. Dans quelque chose, il y avait des beaux sièges. J'ai écouté un grondement. Suite à ma mère qui était malade, en 1958, on m'a enlevé. Après, ça fait silence. Et on m'a jamais rendu à ma mère. J'ai écouté un bruit. J'avais 7 ans, à peu près 7 ans. Et ma sœur en avait 11. Et je suis repassée dans un tunnel et je me suis retrouvée dans un grand hall. Et c'est vrai qu'arrivée à Guéret, nous avons tous été séparés. Et on m'a dit c'est l'aéroport d'Orly. Et donc je suis parti de La Réunion le 10 octobre en 1966 à l'âge de 13 ans. Et puis il y a aussi les promesses qui vont avec. Les enfants seront mieux nourris, ils feront des études et ils reviendront tous les étés, et à leur majorité. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Et c'est là que tout a commencé. On m'avait dit, tu vas partir en métropole, tu seras comme j'étais très bon en dessin, tu seras architecte et tout, tu deviendras un grand monsieur. Moi, je me suis retrouvée à l'hôpital parce que je souffrais de malnutrition. Et après, j'ai atterri dans une famille d'accueil où là, ça a été un climat de violence pendant 4 ans. Et arrivé en métropole, je n'ai pas pu continuer l'école. Un mois après, on m'a placé dans une ferme comme esclave. Après, je dirais que j'ai été adoptée par une famille aimante. Mais bon, mes parents, surtout ma maman, voulaient absolument effacer totalement mes origines. Et puis, c'est là où le calvaire commence. Tous les mois, j'allais chez le coiffeur me faire défriser les cheveux. Et ça pendant des années. Donc, on n'avait pas de chambre. On dormait dans la salle à manger. Quand je suis arrivé à la ferme, j'ai dit au monsieur, vous êtes ma nouvelle famille. Il m'a dit non, ici, je suis venu pour travailler. Négresse. Donc, je commençais à 5h du matin et je finissais vers 21h, 21h30 le travail. Blanche-Neige. Tous les jours, samedi, dimanche, tout. J'ai quand même souffert beaucoup de racisme, surtout à l'école. Ça a été très violent. Et de là, commence le calvaire avec ma sœur, puisque Et pas de vacances, pas de sortie, rien. Tuteur, le bonhomme, je veux dire, descendait, les escaliers craquaient. Il n'y avait aucune gentillesse, c'était vraiment... J'avais des questionnements, de par ma couleur de peau, mes parents qui étaient blancs. Et pour me laver et faire mes besoins, je faisais tout ça dans un seau et je vidais sur le tas de fumier. Et ma mère me disait, regarde, voilà, je suis ta maman, je suis ton papa, regarde ton papa, il est un petit peu bronzé. Tous les jours, toutes les nuits, à 3h du matin, il descendait et il venait vers ma sœur. Interdit d'utiliser leur baignoire et leur WC. Il venait l'embêter, puis... Et donc moi, je faisais la morte. Je respirais pas de peur de... Il me coinçait et il me mettait des crottes de mouton dans la bouche. Il me disait mange, c'est du réglisse. Bon, c'était des violences, des bagarres. Donc c'est pas humain. Mais bon, le plus dur pour moi, ça a été à l'âge de 16 ans où j'ai retrouvé par hasard un document qui prouvait que j'avais complètement raison, que ces questionnements, ils étaient bien fondés. Quand j'ai récupéré mon dossier en 2002 ici à La Réunion... Et c'est là que j'ai appris que j'avais des frères et des sœurs, ce qui veut dire que pendant des années, on se croisait dans Guéret sans savoir que nous étions frères et sœurs. C'était écrit enfant créole, Tinmat, âge 13 ans. Ma maman m'a avoué que, Niveau intellectuel, 10 ans. Je m'appelais Marie-Germaine Périgone, que j'étais née à Bois-de-Nef-Saint-Paul. N'arrivera à rien dans sa vie. Sous la conduite du directeur, M. O'Hare, lui-même réunionnais, lequel est assisté de 8 moniteurs et monitrices, les jeunes hôtes de ce centre sont loin d'être des inactifs. En effet,
Si 23 d'entre eux fréquentent encore les bancs de l'école, une douzaine sont déjà entrés en apprentissage à Guéret et 16 autres, déjà plus avancés, sont employés et salariés dans des entreprises locales. Peut-être que c'était d'un bon sentiment, mais au final, quand nous sommes partis pour un aller simple, alors qu'on devait revenir tous les ans. C'est ce qui a été promis aux familles. On a menti aux familles, ça il faut le dire. Et moi j'ai besoin d'avancer et puis d'aller plus loin, bien sûr, pour me dire que ma sœur ne se soit pas suicidée pour rien. Certes, tous les enfants n'ont pas vécu ces situations. Ils n'ont pas tous été exploités, maltraités, abusés. Mais sur les 2000 enfants de la Creuse, combien ont connu ça ? Après cette première rencontre avec sa mère il y a 6 jours, Christine est retournée chez elle à plusieurs reprises. À chaque fois, c'est son frère qui vient la chercher. Christine a eu le temps de s'habituer à son île. Elle se régale de litchi, de mangue ou de samoussa. Elle commence à prendre ses marques, même si la chaleur l'étouffe un peu. Elle s'est aussi rendue à un rendez-vous au conseil départemental pour avoir d'autres documents sur son passé. Et aujourd'hui, ce dimanche, elle est de nouveau avec sa mère et quelques proches. Quand elle est avec sa famille, je ne suis pas là. Mais ce week-end, précisément, j'aurais dû être avec eux. C'est Bernadette, la cousine de Christine, qui m'a conviée. Je l'ai rencontrée et entre nous, comme avec Christine, le courant est bien passé. Cette invitation m'avait posé un petit dilemme. Si j'y allais, c'était en tant qu'amie, pas en tant que journaliste. En tout cas, c'est comme ça qu'on m'a formulé les choses. Ça voulait dire pour moi faire une pause sur mon reportage. Renoncer à interroger sa mère et essayer de comprendre ce qu'elle ressent. Et j'ai accepté, pour ne pas trahir la confiance de Christine. Mais au dernier moment, quelques heures avant le départ, faute d'organisation et vu les réticences de sa mère quant à ma présence, Christine a préféré que je ne vienne pas. Et c'est peut-être mieux ainsi. Car elle revient de ce week-end plus tôt que prévu. Je la croise au gîte alors que je m'étais éclipsée quelques minutes du kabar, mais elle ne veut pas assister à la fin des concerts. Son monde est en train de s'effondrer. Alors, Christine, est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est passé ? Je me suis sentie comme une étrangère, exclue. Voilà, exclue totalement. À suivre.